Mémoire du siècle, une émission de Jeannette Padziakowski et de Daniel Finot. Aujourd'hui, Jean Rousselot. Jean Rousselot est né en 1913 à Poitiers. Son père est tué au Chemin des Dames en 1916. La mort de sa mère l'oblige à interrompre très tôt ses études. En 1931, il n'a que 18 ans lorsqu'il signe, à l'occasion de l'exposition coloniale, un pamphlet contre le colonialisme. C'est le début d'un engagement moral et politique. Ami de jeunesse de Louis Parrot, il rencontre l'été 42 Max Jacob à Saint-Benoît. Résistant, Jean Rousselot participe à la libération d'Orléans. En 1946, il abandonne l'administration pour se consacrer à l'écriture. Poète, romancier, essayiste, traducteur de Blake, Shakespeare, mais aussi de poètes hongrois et espagnols. Cette immense activité créatrice ne l'a pas empêché de participer très activement à la Société des gens de lettres, dont il fut longtemps président, et de maintenir une expression politique. Mon enfance s'est passée la plupart du temps à Poitiers et une partie aussi à la campagne, à une dizaine de kilomètres de Poitiers, chez les grands-parents. Voilà, parce que j'ai été élevé surtout par mes grands-parents. Mon père, mort à la guerre, était forgeron, charron, et ses parents et ses grands-parents étaient plutôt paysans. Voilà la différence. Donc milieu ouvrier paysan, tout à fait. Une vie très dure. Une vie assez dure, une vie assez difficile, parce que tous ces gens-là étaient des gens, des deux côtés, étaient des gens pauvres. Alors évidemment, comme j'ai été élevé par eux, quand je n'étais pas avec ma mère, la vie n'était pas particulièrement gaie ni riche. Vos premiers poèmes, vous les écrivez à 12 ans, alors que vous êtes à l'école primaire de Poitiers. Et à 15 ans, vous remportez un grand prix de poésie. Oui, mais enfin, vous savez, des prix, j'en ai eu toute ma vie, comme tout le monde, si je puis dire. Je ne crois pas que c'est un grand intérêt. Ce qui me paraît en avoir davantage, c'est le fait que, un petit peu plus tard, découvrant, comme tout le monde, bien entendu, à l'école primaire, le peu que l'on peut découvrir de la littérature et de la poésie, je me suis toujours senti quand même très sérieusement raccroché au réel, plutôt qu'à une espèce d'évasion, si je puis dire, notamment dans le surréalisme, puisque j'ai vécu à peu près à l'époque du deuxième manifeste du surréalisme. Importance pour moi donc des origines. Origine ouvrière et paysanne, élevée d'une façon très populaire, en somme, parmi les humbles, auxquels j'ai toujours gardé toute ma tendresse et tout mon respect. Je crois que c'est en première supérieure que vous avez rencontré Maurice Fombeur, que vous avez eu comme surveillant. Oui, on est du même pays, enfin à peu de choses près, et il s'est trouvé que, étant encore, je crois, élève de l'école normale d'instituteur, il a fait un remplacement, je crois, pendant 1 an, comme pion, c'est comme ça qu'on appelle, à l'école primaire supérieure où moi j'achevais ces modestes études que j'ai pu faire. Fombeur était un homme assez rigolo, quoi, dans sa jeunesse. Défilant, par exemple, dans les rues de Poitiers, coiffé de la coiffe des paysannes, avec les 2 grandes bandes blanches attachées avec une épingle dans le dos, tout en fumant la pipe, c'était plutôt rigolo. Fombeur était un rigolo. Mais son influence sur moi a été absolument nulle. Nous n'avons jamais écrit le même genre de choses. Il a tout de même préfacé, un peu plus tard, mon premier recueil un peu important, qui s'appelait Le goût du pain, et on a été amis ensuite toute notre vie durant. Alors on revient à l'année 1930, l'année du cadavre, ce pamphlet collectif contre Breton. Les signataires étaient en fait les victimes du second manifeste. Comment à Poitiers, le jeune poète que vous étiez et vos amis, appréciaient ces querelles du surréalisme? Eh bien, en réalité, on était peu à les connaître, parce que dans les villes de province, maintenant, tout pénètre naturellement. Mais à l'époque où nous parlons, de laquelle nous parlons, en 1930, vous savez, je crois qu'il devait y avoir 3 personnes à Poitiers qui savaient qu'il y avait un poète qui s'était appelé un jour Rimbaud,
Et les mêmes 3 personnes savaient qu'il y avait un mouvement surréaliste. Vous savez, personne, vraiment, à cette époque-là, dans des villes de province comme celle-ci, comme Poitiers, n'était au courant de rien. Moi, j'ai dû savoir un petit quelque chose au fait que j'ai rencontré dans la librairie la plus importante de la ville, d'ailleurs, la librairie de l'université, tenue par un certain monsieur Mansuy, qui avait pris comme devise « De franc savoir, amant, suit », admirer le jeu de mots au passage, de rencontrer, dis-je, un commis qui était chargé de la partie moderne de la librairie, qui s'appelait Louis Parrot. Alors Louis Parrot était un garçon qui, comme moi, était un autodidacte, car moi j'ai quitté les études à 15 ans, et tout de suite pour gagner ma vie. Étant fils d'ouvrier, je n'avais pas le droit de faire des études secondaires. C'était réservé aux fils de bourgeois. Et lui avait eu la même formation, mais était plus âgé que moi, il avait vécu à Paris, et il avait pu approcher René Char, il avait pu approcher Paul Éluard, il avait connu Pierre-Jean Jouve, il avait connu en somme un tas de gens, peut-être même Aragon je suppose, un tas de gens qui étaient à l'avant-garde littéraire et, il faut le dire aussi d'ailleurs, politique en même temps, à l'époque. C'est une rencontre heureuse car sans cette rencontre, il est probable que je ne serais pas devenu, je n'ose dire que je suis devenu grand monde, et de bien important. Mais enfin, je veux dire, mon orientation n'aurait pas du tout été la même. Car je me suis trouvé tout de suite en familiarité avec l'avant-garde, la plus audacieuse, la plus difficile, et par quelqu'un qui avait un don pédagogique. Il m'a guidé dans mes lectures et d'une façon extrêmement intelligente, me faisant découvrir par exemple Bergson en même temps que Platon et en même temps que Proust. Voilà un groupage qui me paraît intelligent, ingénieux. Me faisant découvrir également sur de tout autre plan les Védas, Ramakrishna, etc. Isis dévoilée, ce qui nous emmenait dans l'ésotérisme, me faisant découvrir en même temps, et ça c'est très important, le jazz, qui naissait finalement. On en était au jazz hot à ce moment-là, à côté du jazz straight, c'est-à-dire, enfin, on ne va pas s'étendre là-dessus, ce qui paraît aujourd'hui d'une banalité totale, à ce moment-là, surtout dans une ville de province perdue, était absolument révolutionnaire. Découvrir tout ça en même temps, c'était pour un garçon qui avait, à ce moment-là, moi j'avais 15 ans, 16 ans, enfin, entre ces 2 années-là, c'était découvrir tout un monde, celui qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas appréhender, même à l'école, parce que c'est une école très limitée que l'école primaire supérieure de Poitiers, ce qui était en somme ma seule université. C'était un mort prématuré, il est mort, il avait 42 ans, et sans avoir pu donner tout ce qu'il pouvait donner littérairement parlant. Il entretenait aussi une correspondance avec Reverdy. Est-ce que c'est par lui que vous avez rencontré Reverdy ? Oui, c'est lui qui m'a fait lire Reverdy. Il ne pouvait pas éprouver de tendresse pour Reverdy, qui n'était pas un homme tendre, mais un grand respect et même une espèce de fascination. Car cet homme qui vivait à Solesmes, qui vivait pas tellement loin, aujourd'hui c'est une plaisanterie, et quelqu'un qui habite sur la Loire par rapport à quelqu'un qui habite dans le département de la Vienne, c'est rien. Mais à l'époque c'était assez considérable finalement. D'autant plus qu'il y avait eu une option qui n'était pas la nôtre chez Reverdy, c'était une option religieuse, car Reverdy était parti à Solesmes exactement comme Mac Jacob, dont on pourrait parler longuement, était allé, lui, à Saint-Benoît-sur-Loire. Il y avait une espèce de concurrence, d'ailleurs, sur ce plan-là, assez drôle. Mais surtout, je découvrais, grâce à Parrot, en Reverdy, l'homme qui avait finalement inventé la notion même d'image dont les surréalistes allaient faire le plus grand profit, alors que Reverdy, finalement, n'a jamais appartenu au groupe surréaliste. C'est la définition de l'image, c'est-à-dire celle qui a, d'après Reverdy, l'image qui arrive toute seule sur ses propres ailes, qui se distingue donc tout à fait de la métaphore habituelle. La métaphore est une chose concertée, combinée par l'esprit. L'image est en somme une espèce de visitation dont bénéficie d'ailleurs chacun de nous, bien entendu, à tout le monde, qui n'a pas besoin d'être poète pour ça, ou de tenir boutique, si j'ose dire, de littérature. Tout le monde est soudain, comme ça, favorisé parfois de rencontres bizarres, dont on ne tient pas compte d'ailleurs, en général, parce que la société, si elle fonctionnait d'après les images plus ou moins miraculeuses que nous recevons, c'est une société qui serait purement fantaisiste, qui ne serait pas gérable, si j'ose dire, mais dont la poésie, entre autres, peut faire le plus grand profit. Ça a été le grand apport pour moi que celui de Reverdy.
Cette époque 1930, c'est aussi le moment où Louis Parrot rencontre Frédéric Lefebvre, le critique et directeur des nouvelles littéraires, mais aussi Jean-Richard Bloch, alors professeur de littérature à Poitiers. Vous vous souvenez de Jean-Richard Bloch? Il y avait une maison, même pas à Poitiers d'ailleurs, c'était exactement à l'Amérigote. C'est donc sur la commune de Saint-Benoît, c'est tout proche de Poitiers. Et ça domine, et de l'Amérigote, on a une vue magnifique d'ailleurs sur la ville de Poitiers. C'est tout le panorama. Mais Jean-Richard Bloch était un homme qui voyageait beaucoup. Et je me souviens l'avoir entendu parler à Poitiers, par exemple, un petit peu plus tard, c'est-à-dire au moment où Franco a commencé à vouloir étrangler l'Espagne, le peuple espagnol, et il nous rapportait des impressions toutes fraîches, car il était un de ces Français engagés très fortement aux côtés de l'Espagne républicaine. Sa fille, Marianne, a été une des premières Françaises tuées par les Allemands, et détail épouvantable, à coups de hache, a été décapitée. C'est à Poitiers aussi que Louis Parrot a écrit Le Grenier à sel et Le poète et son image. Oui. Le poète et son image, pour vous, c'est beaucoup de souvenirs. Alors c'est très important parce que il dit à un moment donné, il ne me nomme pas, mais il dit, je ne sais plus exactement les termes, s'il dit mon jeune ami ou mon jeune camarade ou je ne sais trop quoi, regardez avec moi les couchants. Il aimait beaucoup décrire les couchants, Louis Parrot. Alors je vois pourquoi il parlait des couchants, c'est que pendant un moment nous avons vécu, pas ensemble tout à fait, mais conjointement, car il n'était pas plus riche que moi. On avait chacun une mansarde dans un petit hôtel qui était l'hôtel de la Paix, qui doit d'ailleurs toujours exister, je crois, rue du Marché ou quelque chose comme ça, à Poitiers. Rue du Marché ou la rue du Faubourg du Pont-Neuf. Voilà. Et on était tous les deux, donc chacun dans sa mansarde, côte à côte, donc on était pratiquement ensemble. On crevait du même froid d'ailleurs, il n'y avait pas de feu. Et il y avait des cheminées, et alors je me souviens, on pressait des boules de papier qu'on faisait tremper de façon à faire des boulets, vous vous rendez compte, des boulets de papier. Mais il n'empêche que quand c'était sec, on arrivait tout de même dans une grille à se donner une illusion de feu. C'était vraiment pas on était vraiment fauchés, il faut dire la vérité. Bon, ben alors c'était épatant parce que c'était des conversations à n'en plus finies. Sur la poésie, sur la peinture. Grâce à lui, j'ai découvert par exemple Quirico. Enfin, mais qui avait entendu parler de Quirico à Poitiers? Personne. Lui, oui. Parce qu'il recevait quand même quelques beaux volumes de luxe. Dans cette librairie, il y avait quand même quelques amateurs qui achetaient des bouquins. Alors, il les regardait, il me les prêtait, on les regardait ensemble, etc. C'est d'ailleurs amusant. Je notais ça dans mon journal l'autre jour. Il y a certains auteurs que j'ai jamais pu lire en entier. Je vais vous dire pourquoi. C'est que tant dans la boutique de librairie que chez lui, quand il sortait les bouquins, j'avais affaire à quoi? J'avais affaire à des bouquins dont les pages n'étaient pas coupées. Alors il ne fallait pas les abîmer en coupant les pages. Alors si bien que certains auteurs, tout ce que je savais d'eux, c'était ce que j'arrivais à lire sans couper les pages. Faut reconnaître que, notamment dans des romans, ça posait de gros problèmes quant à l'intrigue. Ça devenait d'ailleurs absolument surréaliste parfois, parce que vous ne saviez pas ce qui s'était passé dans les 6 ou 7 pages que vous n'aviez pas lues pour aborder les autres. Enfin voilà, ça a été cette expérience de vie fort utile pour moi à cette époque. Alors en 1932, vous dirigez avec Jean Germain et Parrot la revue Jeunesse. Parrot n'a pas été tout de suite. Hein. Il est venu dans une autre série. Mais cette revue Jeunesse, il mériterait qu'on en parle un petit peu. Écoutez, c'était la simplicité même de notre part, il faut reconnaître. On était des jeunes, on ne savait pas quel titre donner à notre revue, on l'a appelée Jeunesse. C'était tout bête. De même que quand j'ai publié mes premiers poèmes, c'était en 1934, sachant pas du tout comment les appeler, j'ai écrit poème sur la couverture. On ne peut pas être plus simple finalement. Alors, la revue Jeunesse a ceci d'intéressant qu'elle est allée se perfectionnant petit à petit, et elle s'est, je dois dire, perfectionnée surtout à partir du moment où Parrot s'y est introduit. Parce qu'au début, il y avait le côté provincial au mauvais sens du terme. Hein. Ça se faisait à Bordeaux, encore un peu plus loin de Paris, si j'ose dire. Et le garçon qui faisait cela, dont j'ai appris d'ailleurs tout récemment la mort, était quand même très axé sur ce qui se passait dans la Gironde. C'était vraiment une revue, un orphéon, enfin assez vulgaire et assez médiocre au début. Et petit à petit, c'est devenu beaucoup mieux, car quand nous regardons la revue Jeunesse en 1934-1935, notamment en 1934, et j'y insiste,
Nous avons pris des options politiques très, 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 très dures, très en tête. Nous n'avons pas adhéré au Parti communiste. On est allé directement à la 4e internationale, trotskiste. Moi, en 1934, je faisais partie de la section française de la 4e internationale. Et nous avons publié un article dédié à Trotsky par respect pour lui, non seulement pour sa personne, mais pour ses idées, parce que nous avions eu des tuyaux d'ores et déjà, les uns et les autres, et vraiment par quel canal on pourrait se le demander, sur ce qui se passait d'ores et déjà en Union soviétique à ce moment-là. Nous avions des renseignements qui nous montraient que malheureusement, cette magnifique patrie des travailleurs commençait à devenir quelque chose d'assez rétrograde, et finalement que les prisons y contenaient déjà beaucoup de gens. Si bien que nous, ça nous avait renforcé dans notre fièvre révolutionnaire, mais pas... Vous voyez, on voulait aller au-delà, parce qu'on continuait d'y croire, si j'ose dire. Et pour d'aucuns d'entre nous, dont je suis d'ailleurs, nous avons continué d'y croire toute notre vie. Mais enfin, c'est pour situer le milieu dans lequel ma jeunesse s'est faite. Elle s'est faite dans un milieu ouvrier. Mon grand-père, c'était la sociale, c'était le souvenir de la commune, c'était une espèce de dévotion. Alors que mon grand-père ne savait pas lire, mon grand-père maternel, il savait quand même qui était Jaurès, il savait qui était Zola, il savait qui était Victor Hugo, et c'était des noms qui revenaient dans la famille, comme dans d'autres familles chrétiennes. Celle-là, on aurait parlé de Jésus, du bon Dieu, puis de la Vierge Marie. Enfin, vous voyez, j'y mets un peu d'humour, parce qu'il faut mettre de l'humour dans tout cela. Enfin, c'est pour bien situer les choses. Nous pensions de travers, en somme, voyez-vous, on était déjà des mal-pensants. Jean-Richard Bloch, d'ailleurs, vous savez ses attaches, vous savez ses combats. Oui, alors Jeunesse, en fait, c'est peut-être une revue de poésie engagée à la fin. Oui, mais avec ceci de particulier qu'en 1934, déjà, moi j'y ai signé un article sur les événements du 6 février, la semaine du 6 février. C'est un article dont je suis assez fier parce que j'avais 20 ans et je n'y changerai pas une ligne aujourd'hui. Alors c'était tout de même des positions assez courageuses. On s'est d'ailleurs aperçu d'une chose en 1968, je dis bien en mai 68, c'est que la première personne qui a été arrêtée par le pouvoir était un monsieur déjà fort âgé, mais qui était en 1934 à la tête justement du combat trotskiste. Et c'est comme par hasard en 1968, c'est-à-dire 34 ans plus tard, on veut arrêter du monde, on va le chercher, pof, on le met en tôle. C'était tout de même assez curieux. Alors, je reviens à cette revue, j'en aurais vite fini, quand j'aurais dit que on trouve tout de même à ces sommaires améliorés de plus en plus grâce à Louis Parrot et à ses informations, on trouve des gens qui ont fait tout de même leur chemin, puisqu'il s'appelle Jean Quérol, il s'appelle Gaëtan Picon, qui est mort il n'y a pas tellement longtemps, il s'appelle Robert Canters, qui a été un critique, Dieu sait, très, 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 très connu et très estimé. Donc finalement, pour des garçons qui avions entre 20 ans en ce qui me concerne et 28 ans en ce qui concerne Louis Parrot, il y avait tout de même de notre part un certain nez, un certain flair. Par exemple, on a consacré des articles à Hebdoméros, c'est un livre très peu connu de Quirico. On a parlé de Pierre-Albert Birot, que personne ne connaissait. On a fait des articles sur Pierre-Jean Jouve, que personne ne connaissait beaucoup non plus. On était donc finalement aussi informés que si nous avions été des Parisiens, alors que nous vivions, dirons-nous à ce moment-là, à 6 heures au minimum de chemin de fer de Paris. Ça n'a l'air de rien, mais c'est comme ça qu'il faut calculer les distances. Hein. Et on ne circulait pas, les gens ne voyageaient pas tellement. Mais on avait des tuyaux, on se débrouillait, enfin voilà. D'ailleurs, certains ont considéré que la jeunesse, en fait, c'était une relève du surréalisme. Il y avait de cela en partie, car nous n'avons jamais dit le moindre mal des surréalistes. Mais moi, je fais partie de cette génération qui, tout en gardant beaucoup d'admiration et de reconnaissance pour les surréalistes, se sont dit, mais enfin, bon Dieu, c'est à nous de faire notre trou maintenant, il faut faire autre chose. Mais on n'a pas tous pensé exactement le faire de la même façon, parce que ça nous amène à la période de la guerre. Eh bien, certains ont résisté, d'autres pas. Personne n'a collaboré, je veux dire. C'est déjà quelque chose. Et sur le plan littéraire, d'aucuns sont restés quand même relativement proches du surréalisme en tant que tel, alors que d'autres coupaient assez radicalement, tout au moins quant aux formes d'expression.
Alors, en 1934, Louis Parrot publie Miserere ferme et rejoint sa femme à Madrid. En Espagne, il y a toute une histoire. Alors, c'était Miserere farm, exactement, ferme de la misère, par conséquent. Et ça, c'est venu de quoi? C'est venu d'un disque disparu, que j'ai passé toute ma vie à rechercher, que je n'ai jamais retrouvé, que je pourrais chanter encore. Et c'est un disque extrêmement émouvant. C'est un fermier qui rentre chez lui, c'est la misère, ferme de la misère, et qu'il a décrit en quelque sorte. Il est sous par-dessus le marché, et il est ivre de misère autant que d'alcool d'ailleurs, et il chante sa misère sur un ton complaintif et miséreux. Et c'est de là que Parrot a tiré le titre de son premier livre de poèmes de quelque importance, Miserere farm. Sa femme, celle qui allait devenir sa femme plutôt, Denise Faux, elle était en Espagne. Lui a appris l'espagnol déjà un peu à son contact avant qu'elle ne fût nommée en Espagne. Alors c'est intéressant le rapport avec l'Espagne chez Parrot, car à Poitiers, qui était une faculté très importante, puisque fondée d'ailleurs très vieille, en 1429, si j'ai bonne mémoire, ou quelque chose comme ça, il y avait beaucoup d'Espagnols qui venaient faire leurs études à Poitiers. Et c'est ainsi, j'ai connu à Poitiers, en même temps que Parrot, d'ailleurs, un garçon qui s'appelle Leopoldo Panero, qui a ensuite dirigé des revues en Espagne. Et on s'est mis à découvrir, grâce à lui, un grand poète espagnol qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Vicente Alejandre. Et on s'est mis carrément à le traduire, apprenant donc un petit peu des rudiments d'espagnol comme ça. Parrot un peu avant moi. Moi, je l'ai appris un petit peu plus après, parce qu'en 1936, j'ai eu à m'occuper d'Espagnols réfugiés. Vous savez, quand on a commencé à zigouiller les Basques, alors c'est les Basques qui sont arrivés les premiers. Alors jusqu'à Poitiers, ils sont arrivés là. Et à ce moment-là, j'étais un petit fonctionnaire municipal. Et en 1936, j'avais 23 ans à ce moment-là. Et on m'a dit, mon vieux, il faut que tu t'occupes des Espagnols qui sont là. Et alors j'ai eu affaire à 600 ou 700 Espagnols. Et il fallait d'abord les dénombrer, les nourrir, les approvisionner, etc. Je me suis occupé de ça. Et ils ne parlaient pas le français, il fallait donc s'y mettre. Alors j'ai commencé à faire de l'espagnol pratique. Je me souviens d'ailleurs que ces gens-là couraient en tous sens dès qu'ils entendaient un avion dans le ciel. Ils disaient « Los aviones, los aviones !» Et ils se souvenaient de ce à quoi ils venaient d'échapper au Pays Basque. Et j'ai raconté dans un roman, d'ailleurs, que c'est posé pour moi déjà à ce moment le problème de l'homme en trop ou de l'homme en moins. C'est un problème philosophique à résoudre, ça. C'est qu'ils avaient tellement la frousse qu'ils se cachaient. Et que j'ai jamais su exactement le nom de ces gens de qui j'avais à m'occuper. Est-ce que j'en avais 630 ou 628 ou 635 ou 615? J'ai jamais su. Parce que il y en avait toujours qui se cachaient. Alors ça m'avait fait réfléchir à ce moment-là. Mais c'est l'éternel problème de la création, de l'univers. Qu'est-ce qu'il y a en moins, qu'est-ce qu'il y a en trop? C'est très important de savoir ces gens qui sont en moins, comme ça. C'est un peu comme quand on a changé le calendrier. Hein. Si j'ai bonne mémoire, je ne voudrais pas faire le pédant, mais il y a 11 jours dans l'histoire du monde. On se demande, est-ce qu'on a vraiment vécu pendant ces 11 jours, à partir du moment où on a changé de calendrier julien, enfin vous voyez toutes ces histoires qui sont excitantes pour l'esprit. Et alors j'ai quitté Poitiers, moi voyez-vous, en 1936. La victoire du Front populaire en France et la victoire du Frente Popular en Espagne ne vous laissent pas indifférent. Et c'est l'époque où vous faites du journalisme. J'ai commencé finalement là à faire mes premiers articles. Ça a été dans un truc qui s'appelait le Front populaire de la Vienne et qui était d'ailleurs dirigé à la fois par les socialistes et par les communistes. Je les connaissais tous les deux d'ailleurs. Il y avait Angeletti qui était communiste, qui est devenu député d'ailleurs après. Et puis l'autre c'était Claude Jammet. En 1937, Jean Rousselot est envoyé par son administration en pays flamand, à Roosendaal, non loin de Dunkerque. Il n'y fera qu'un bref séjour avant d'être nommé à Vendôme. C'est l'époque où il rencontre René Guicadou et Michel Manol. Michel Manol était à Nantes et il tenait une librairie, bouquinerie, qui marchait très mal d'ailleurs parce que Manol n'a jamais eu le moindre sens
du commerce, enfin. Mais s'il y avait un billet de 10 francs dans le tiroir caisse, il le prenait pour aller au cinéma. Et il a vu arriver un jour un jeune garçon à culotte courte qui lui a dit « Ah, mais monsieur, moi, vous savez, je voudrais bien lire de la poésie, etc. »« Ah bon mais j'en écris moi-même. »« Ah bon ?» Et c'était les premiers poèmes de Cadou. Alors, Cadou avait donc à ce moment-là 15 ans, peut-être en mai, je ne peux pas préciser, 40. Se trouvent réunis à Vendôme, où j'étais, se trouvent réunis René Guicadou, Becker. Oui, c'était assez émouvant, enfin émouvant maintenant, de se dire que se sont réunis, alors que finalement tout allait s'écrouler, ce groupe de poètes, dans un lieu qui était quoi ? C'était un des lieux favoris de Ronsard, puisque Ronsard était né à La Poissonnière ou quelque chose comme ça, pas très loin. Et ça s'appelle le Gué du Loir. Il y avait d'ailleurs quelque chose de très rigolo, c'est qu'il y avait sur un bistrot, il y avait une réclame, buvez du Ronsard, le favori du poète. Ça, c'est assez marrant quand même. Sur le moment, on en a bien ri. Mais on ne s'imaginait pas que c'était le déclenchement de quelque chose qui allait durer des années et des années et faire couler tellement de sang. Il y a eu de franches rigolades. Et en pleine nuit, je me souviens, on est allé reconduire donc Manol à Saint-Calais, chez lui, Cadou, qu'on a dû y laisser d'ailleurs, tout ce monde-là complètement, sauf votre respect, complètement beurré. Moi conduisant, l'étant peut-être un petit peu moins que les autres, mais quand même. Et puis alors on n'y voyait pas, car on nous avait imposé d'occulter les phares. Il fallait qu'il y ait juste une petite bande, c'est bien qu'on n'y voyait pas grand-chose. Et à ce moment-là, je conduisais, moi, une voiture assez forte, je conduisais la V8, la Matford, heureusement qu'elle était solide d'ailleurs. Et en revenant, alors que Becker vautrait à côté de moi, me disait « Éluard, c'est un con, Éluard, c'est un con ». Enfin, il était complètement saoul, quoi. Soudain, il y a un veau qui a jailli dans mes phares, échappé d'une pâture, je suis rentré dedans. Et Becker, à ce moment-là, me dit « Regarde, Jean, ce veau qui tend vers Vénus une patte suppliante ». Et il s'est rendormi. Et on l'a déposé au retour au Gué du Loir, parce qu'il y avait une chambre là, pour lui et sa femme. Sa femme nous a raconté le lendemain que c'était une nuit très atroce, parce qu'il lui disait toute la nuit « Je suis un poisson sans eau. Je suis un poisson sans eau. » C'est vous dire que vraiment, on n'avait pas oublié de boire du Ronsard, le préféré du poète. Enfin, tout ça nous amène à 40. Oui. Et bien. C'est le groupe qu'on appelle l'École des Rochefort. L'école de Rochefort, et qui pour vous est un groupe d'amis. Elle va naître. Elle n'est pas née encore, puisqu'elle naît, l'école de Rochefort, en 41. C'est Jean Bouillet, pharmacien à Rochefort-sur-Loire, qui crée cette école, disant comment on va appeler ça ? Tiens, après tout, pourquoi on ne l'appellerait pas école ? Après tout, il y a bien eu l'école fantaisiste, il y a eu l'école je ne sais pas quoi, romane, on va appeler. C'est peut-être un petit peu bête d'ailleurs, parce qu'on nous a accroché cette étiquette après, on l'a gardée. Alors que une école buissonnière, enfin, puis chacun pensait un peu ce qu'il voulait finalement. Ce qui nous unissait, c'était des refus. On ne voulait pas des Allemands, on ne voulait pas de Vichy, on ne voulait pas de Remplan-Plan, et on était écœurés par l'exploitation que ces messieurs de Vichy voulaient faire de valeurs qui finalement nous étaient chères. Car même si on n'était pas très Peggy, Remplan-Plan, vive la France, on n'admettait quand même pas beaucoup qu'on aille chercher M. Peggy au nom de la fameuse Révolution nationale, ça nous écœurait. Alors à ce moment-là, c'est un petit peu comme M. Le Pen qui va nous chipper Jeanne d'Arc. C'était à peu près du même tonneau, on n'admettait pas ça. Alors on n'admettait pas non plus les gens qui voulaient revenir au pas cadencé de la poésie. L'alexandrin le plus strict, la clarté. Alors on se faisait engueuler dans les journaux de l'époque. On était complètement ridiculisés à ce moment-là. On nous considérait comme des dingues, poètes, on n'a pas idée, on ne comprend pas ce qu'ils écrivent, qu'est-ce que c'est que ces farfelus. Enfin, c'était comme ça, mais c'est normal. À toutes les époques, vous savez, il y a eu la réaction contre des gens qui veulent avancer un petit peu. Bien, alors ça, c'est pour l'école. Moi, personnellement, je n'ai jamais mis les pieds à l'école de Rochefort, physiquement. Enfin, j'y suis jamais allé. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, d'ailleurs. J'aurais voulu, j'aurais pas pu. J'avais un petit métier, quand même, d'autorité qui m'interdisait de... En même temps, j'étais dans la résistance jusqu'au cou. J'avais des options personnelles,
comme chacun pouvait avoir les siennes d'ailleurs. Mais je n'ai pas pu aller, moi, à Rochefort-sur-Loire. Alors, il me mettait l'eau à la bouche, car il dit « Oh, mon vieux, tu parles, qu'est-ce qu'on bouffe bien, puis qu'est-ce qu'on picole, etc. C'est la foire. » Il faisait la foire. Bon, bah, tant mieux pour eux, ils en avaient la possibilité. C'était loin, tout ça, quoi. Chacun avait son petit monde, à ce moment-là, à soi. Voilà. Alors, bon, bah, 40, ça a été donc aussi, pour moi, et ma femme aussi, d'ailleurs, l'obligation de foutre le camp, sur ordre des autorités. Alors... d'abord Poitiers, puisque première escale, on ne savait pas où aller. On m'a tout de suite utilisé. On m'a donné à commander des tirailleurs sénégalais avec ordre d'empêcher les automobiles de s'arrêter dans la rue qui menait à la préfecture. Eh bien, les tirailleurs sénégalais, je les aime bien, je les défendrai. Ça m'embête beaucoup qu'on mette Yabon sur les boîtes, n'est-ce pas? Ça ne me plaît pas tellement. Mais il faut dire que quand je leur disais d'arrêter les autos, ils fonçaient dedans à la baïonnette. Alors vous comprenez qu'il a fallu arrêter ça tout de même. Alors j'avais comme boulot aussi d'approvisionner les employés du ministère des PTT qui étaient réfugiés. Alors j'avais à ce moment-là une petite voiture qui était quoi déjà? C'était une Simca, la petite Simca de 2 places, là, la petite machine, pleine de pain. Et alors de là, on m'a fait filer à Bordeaux. J'ai vu arriver Pétain dans Bordeaux. Et puis alors l'entrée solennelle des Allemands dans Bordeaux. Et de là, on m'a envoyé à Narbonne. De là, on m'a renvoyé à Arcachon. Et d'Arcachon, où ma femme est venue me rejoindre d'ailleurs, nous sommes remontés à Vendôme, Loir-et-Cher, pour y vivre, hélas, l'occupation, enfin, comme tout le monde. Hein. Voilà. Alors à Vendôme, vous fabriquez des faux papiers, Ah ben des ça, tracts, oui, mais oui. vous continuez à écrire. Ah bah des oui, poèmes. Oui, j'ai toujours. Mais alors là, moi j'ai quand même une sacrée veine. Bon, il se trouve que j'ai hébergé des prisonniers français évadés, bon, que je connaissais, d'accord. Et puis j'avais des liens avec les socialistes et les communistes et les syndicalistes, de façon à leur dire faites gaffe. Et finalement, je me suis retrouvé sur une liste de gens qui devaient être arrêtés si des événements semblables continuaient. Alors il y avait le sous-préfet, il y avait le procureur de la République. Puis je ne sais plus quelle autorité, et le maire, naturellement, bien sûr, et moi j'y étais aussi, et si ça continue, on devait être arrêté. Là-dessus, grâce au sous-préfet qui s'est entremis avec le préfet de la région, on m'a envoyé à Orléans, presque du jour au lendemain. C'est surtout à Orléans que mon rôle a surtout commencé à être important, parce qu'il était plus facile à exercer. J'étais commissaire de police d'un quartier, d'un arrondissement, donc à peu près invisible des autorités allemandes. Enfin, je n'avais pas de rapport direct, alors que le commissaire principal, lui, en avait, fatalement. Alors là, j'ai pu organiser tout un système de fausses cartes d'identité et de faux certificats de travail, ce qui m'a permis quand même de rendre bien des services. En liaison avec l'inspecteur du travail, j'ai fait sauver tous les jeunes gens appelés pour le STO d'une commune entière, ce qui était quand même pas mal. Parce que je me suis aperçu que les types allemands qui avaient fait l'appel de cette commune avaient sauté, par erreur sans doute, en tournant une page, je ne sais pas quoi, ils avaient oublié le nom de la commune. Alors on était passé à une autre, passé à une autre, passé à une autre, et je voyais que ça s'éclaircissait, qu'on arrivait vers la fin. Alors d'autorité, j'ai fait comme si j'étais un type du STO officiel. J'ai tout groupé mes gars, puis j'aurais dit, vous allez tous foutre par le fond là-bas, mais on va y aller au pas militaire, hein, et vous sortirez par l'arrière des marchandises, et là, il y a une grille, vous déboucherez dans la rue Eugène Vignat, j'ai bonne mémoire. Puis on dit, allez, en avant, une, deux, puis les types, top, top, top. Puis ils sont foutus le camp par la rue Eugène Vignat, qui sont devenus après, j'en sais rien. Voilà. Alors là, j'étais en liaison avec pas mal de groupements de résistance. J'ai travaillé avec des types. On a su qu'après, d'ailleurs, qu'il y en avait qui étaient de droite puis qui étaient de gauche. À ce moment-là, on s'en foutait complètement. Parce que moi, j'ai travaillé aussi bien pour... j'appartenais à un réseau qui s'appelait le réseau Asturie, où j'étais le capitaine Jean, numéro 10, je sais pas quoi. Enfin, j'ai une carte du ministère de la guerre, naturellement. Mais j'ai travaillé aussi pour les groupements, les francs-tireurs Vengeance, qui étaient alors eux des communistes. Mais on s'en foutait, il n'y avait pas de politique à faire à ce moment-là. Et puis alors à la libération d'Orléans, on s'est battu évidemment, quoi. Bien sûr, on a sorti des fusils de chasse, je me rappelle, tiré avec des fusils de chasse, enfin passons. Et puis alors j'étais nommé à ce moment-là chef de la police pour toute la région,
qui s'étendait donc à Chartres, qui s'étendait à Vierzon, enfin oui, le groupement de départements. Et puis on m'a bombardé à Paris où je suis devenu directeur du cabinet du directeur de la Sûreté nationale. Et puis dès que je l'ai pu, j'ai donné ma démission et je suis parti parce que j'estimais que ce métier n'était pas fait pour moi. Et j'ai vécu exclusivement de ma plume à partir de cette époque-là. Et voilà. Dans les journaux, d'abord. Hein, et alors, je me suis engueulé avec Aragon parce que j'écrivais à la fois dans les Lettres françaises et dans Gavroche, qui était un hebdomadaire socialiste. Alors Aragon m'a dit, tu n'as pas le droit d'écrire avec des salopards de socialistes si tu écris dans le journal des travailleurs, tout à fait. Enfin bref, vous voyez, topo. Et bon. Et puis j'ai étendu mes activités de plus en plus de journaliste, quoi. Il fallait vivre et c'est pas avec la poésie que l'on vit, Dieu sait. Un jour de l'été 42, Jean Rousselot rencontre Max Jacob à Saint-Benoît. Max Jacob, j'ai retrouvé une lettre qui a été exposée d'ailleurs à la Maison de la Poésie, parce qu'on vient d'avoir toute une exposition, où il écrit à Jean Bouillet « Je te remercie de m'avoir fait connaître Jean Rousselot ». Alors cette lettre doit être justement de... On en était encore par lettre à ce moment-là, à 41. Et alors, à partir de ce moment-là, je suis allé voir Max Jacob en bicyclette, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et puis, je les faisais, je ne pourrais pas le faire maintenant, évidemment, mais il fallait tout de même faire 36 km aller, 36 km retour, le plus vite possible, parce que quand même, je ne pouvais pas m'absenter très, très, très longtemps. Et ça a été une bénédiction pour moi de connaître cet homme, car il y a la question religieuse, bien évidemment, qui intervient. Il avait toujours envie de convertir quiconque, bien entendu, étant lui-même converti. De là à faire un saint de Max Jacob, faut pas exagérer. De là à dire qu'il faisait tout ça pour rigoler, que c'est un pitre, faut pas exagérer non plus. Tout ça était vraiment, ce serait aussi ridicule d'un côté que de l'autre. En réalité, moi je considère que Max Jacob était un homme qui avait une foi profonde. Son attitude le prouve d'ailleurs, car quand on propose à un juif menacé de lui favoriser le passage dans la zone libre, parce qu'elle l'était encore à ce moment-là, et par des parents de ma femme, on aurait pu y arriver, il faisait les passeurs à la ligne de démarcation, et que cet homme vous répond « Non, je préfère la mort en martyr », on ne peut pas douter de la foi de cet homme-là. Mais il y avait les leçons de poésie et d'art de Max Jacob, qui étaient très très importantes. Car cet homme, qui était tout de même né en 1877, si j'ai bonne mémoire, quelque chose comme ça, avait été mêlé très tôt à toute cette merveilleuse époque qu'on n'a pas revécue. On n'a rien retrouvé de pareil depuis, finalement, et qui, sur la butte Montmartre et aux alentours, et aussi à Montparnasse, groupait des gens comme précisément Picasso, Reverdy. Donc Max Jacob était un des héros de cette époque-là, avec André Salmon, je nommerai qui encore, enfin Picabia ou des gens comme ça, Apollinaire, voyons, j'allais oublier Apollinaire, quelle blague. Donc mêlé à tout cela, mais d'une façon qui était non pas celle d'un témoin, mais celle d'un acteur. C'est des gens qui refaisaient finalement une définition de l'art, de la poésie et des arts plastiques même. Parce qu'enfin, le cubisme, tout ça, ça modifiait complètement la façon de voir le monde, non seulement des artistes, mais aussi du public, finalement, qui considère aujourd'hui comme parfaitement classiques des œuvres qui, à l'époque, faisaient hurler. Alors, avoir la faveur de s'entretenir avec des hommes comme cela, mais, mon Dieu, c'est extraordinaire. Quelle leçon! Un monsieur qui vous dit tes vers sont très bien, mais tu comprends, tes alexandrins, ils sont trop beaux. La beauté doit être boiteuse. Il faut que tu fasses boiter de temps en temps la beauté, et tu verras qu'elle sera d'autant plus belle. Voilà, on reçoit ça comme un coup de poing en pleine poitrine. Enfin, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Puis à la réflexion, tout s'ensuit, c'est qu'il ne faut pas prendre les grands sentiments au sérieux, même si on les éprouve, mais il ne faut pas en avoir l'air. Il faut plaisanter avec les grands sentiments. Il faut toujours avoir l'air non pas de refaire le monde, mais de le remettre en cause, de se remettre en cause, de ne jamais s'engourdir, de ne jamais s'endormir, de ne jamais copier, et d'essayer de trouver du nouveau. Voilà en gros les leçons que cet homme nous donnait,
toujours en pirouettant, toujours avec un humour extraordinaire. Ma femme peut en témoigner. Il n'y avait pas un homme plus joyeux, plus tendre aussi d'ailleurs, que Mac Jacob. Et quel courage! Écoutez, j'ai rendez-vous avec Mac Jacob dans un café au haut de la rue de la République, place de la Gare, donc à Orléans. Il arrive avec son étiquette, comme il disait, c'est-à-dire son étoile jaune. Mais il est habillé d'une façon telle qu'on pourrait le prendre pour un milliardaire américain, comme on les voyait dans les films d'alors, au temps de V.C. Fields. Enfin, chapeau en feu d'abord roulé, habillé tout en noir, absolument impeccable, mais en plus avec l'étoile. Et soudain, cet homme descendant avec moi, et je ne sais qui était avec moi, je ne sais pas si c'était pas Roger Toulouse, descendant toute la rue de la République, en chantant au nez et à la barbe des officiers allemands et des soldats allemands que nous croisions, chantant la chanson du commis voyageur. Toujours il vante, toujours il chante, le commis voyageur, comme ça. Mais les officiers allemands et les soldats allemands qu'on croisait, aucun n'est allé l'interpeller. Ils sont restés bouche bée. Et je dis qu'il faut un sacré courage. C'est admirable, c'est une leçon admirable de courage. Et on en manque du courage, actuellement surtout. Moi, j'ai gardé cette leçon. Et cette aspiration à la mort en martyr, même pour quelqu'un qui, comme moi, ne fréquente pas particulièrement les églises, ça aussi, c'est quelque chose qui prouve l'authenticité d'un homme et le courage d'un homme, qui, par ailleurs, a des manières de pite, c'est un joyeux rigolo, un joyeux drille, capable de toutes les astuces, des plaisanteries, les jeux de mots, les calembours les plus invraisemblables, mais en même temps, il y a cette solidité, cette force devant le drame. Un des derniers poèmes de Mac Jacob m'est dédié, une figure d'ailleurs dans la plupart des livres, à Rousselot. Je crois qu'il n'avait pas mis Jean, il a mis à Rousselot. C'est le crapaud. Qui a vu le crapaud traverser la rue, pauvre petit homme, etc. Et ça se termine par heureux crapaud. Tu n'as pas l'étoile juive, enfin, ou quelque chose comme ça. J'ai une de ses dernières lettres aussi, écrite de la prison d'Orléans. Lettre qui m'est arrivée d'ailleurs beaucoup trop tard, et puis qu'aurais-je pu faire? Il était écrit au crayon, et il y a eu un dimanche à l'intervalle, je sais pas, enfin peu importe. Quand je l'ai reçu, il était déjà en marche vers le Drancy, vers son destin. Alors, c'est cette façon de lettre que j'ai dans la tête, naturellement. Je suis à la prison militaire d'Orléans avec une tribu juive. Quand on est juif soi-même, c'est rigolo. Enfin, tribu juive. Je remercie Dieu du martyre qui commence. J'ai des conversions en train. Préviens Cocteau. Use de tes fonctions, si tu le peux, pour m'apporter du tabac et des allumettes. Préviens Cocteau. Mac Jacob, et en dessous, chevalier de la Légion d'honneur, comme un coup de trompette. Tout Mac Jacob est dans cette façon de se comporter. Les démarches que nous avons faites les uns et les autres, j'ai encore de la correspondance là, avec Marcel Arland notamment, j'ai retrouvé ces lettres de Marcel Arland de l'époque. On avait réussi à toucher Guitry, Cocteau. Et Guitry, qui avait tout de même ses entrées, nous n'en dirons pas plus, chez les Allemands, avait finalement obtenu la libération de Mac Jacob. Mais le temps de la transmettre, il était mort d'une congestion pulmonaire, et par conséquent, comme on dit, il est mort guéri, il était mort libéré, enfin. C'est affreux, mais c'est comme ça, car en réalité, il a été victime, Mac Jacob, d'une rafle locale, ordonnée par un petit pouvoir local, alors qu'en haut lieu, il était protégé et il y avait des ordres pour qu'on n'y touche pas. Il faisait un froid épouvantable, les types de la Gestapo arrivent, il habite chez une femme que j'ai bien connue, qui était un phénomène, qui s'appelle Madame Persillard. C'est un personnage digne de Mac Jacob, d'ailleurs. Il a écrit beaucoup de livres drôles, Mac Jacob, avec des Madame Gagelin et son cocher. Il aurait aussi bien pu faire Madame Persillard et son domestique. Ça aurait été pareil, ça aurait été aussi drôle. Et Madame Persillard, qui était quand même une brave femme, lui dit « Monsieur Mac Jacob, vous allez crever de froid, couvrez-vous ». Elle veut lui apporter une couverture. Et il lui répond « Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'une couverture puisque je vais mourir ? Gardez donc votre couverture ». Ça aussi, c'est aussi héroïque que Turenne disant « Tu trembles carcasse ». Enfin, j'admire ce comportement.
Cette élégance de Max Jacob, alors que en fait il ne touchait plus ses droits d'auteur déjà depuis Non. 1941. De quoi vivait-il? Depuis fort longtemps, il touchait une pension très petite, mais pension quand même, parce qu'il avait eu un accident. Une auto l'avait fiché en l'air un jour qu'il était à Paris en 1930 ou chose comme ça. Quand il a eu cet accident, tout le monde se précipite, un brave homme qui vient traverser par une auto, et il dit d'une voix mourante qu'on prévienne ma fille. Alors que ce monsieur n'a jamais eu de fille, n'a jamais eu de femme, n'a jamais été marié, détestait d'ailleurs les femmes, était pédéraste, enfin pour tout dire. Mais qu'on prévienne ma fille. Enfin non, bref, il ne sait pas si on ne va pas lui couper les jambes, il n'en sait rien. Enfin, c'était ça, Max Jacob. Alors il avait donc cette petite pension, et il avait aussi quand même des amis fidèles qui, comme il était peintre en même temps, lui faisaient illustrer des livres de lui d'ailleurs. Alors il faisait des gouaches ou des choses comme ça. Et quelques amis, tout de même, lui étaient restés, qui lui payaient, enfin, dans la mesure où ils le pouvaient eux-mêmes, et plutôt généreusement, je crois. C'était pas un grand peintre, mais c'était un homme extrêmement adroit. Il faisait du Toulouse-Lautrec aussi bien que Toulouse-Lautrec. Il faisait du Bonnard, il faisait du Vuillard, il faisait du cubisme. Il avait une patte extraordinaire. Moi, je l'ai vu d'ailleurs comment il travaillait, c'était abominable. Les professionnels hurlaient à voir comment il travaillait, parce qu'il avait pas du tout le sens de la matière. Alors, il faisait ça n'importe comment, sur n'importe quel papier. Des fois, il passait à travers. Un jour, je le vois comme ça, il déchire littéralement. Il dit, ça fait rien. Il retourne le truc, puis il colle un papier derrière. Enfin, et on continue, vas-y, je te connais bien. Mais ce qui sortait de ses mains était tout de même adroit, bien fait, charmant. Et il a vécu comme ça, petitement, mais il a vécu. Mais il y a peut-être un ami qui a manqué à l'appel pour Max Jacob, c'est Picasso. Oui, je crois que Picasso, c'est pas tellement décarcassé. Alors, si on revient à votre poésie pendant la guerre, votre poésie, elle était quand même publiée, on l'a retrouvée dans la revue Fontaine de Max Fouché, à Alger. Oui, et ailleurs aussi. J'ai dit que j'avais eu une certaine veine tout à l'heure. J'y reviens, certaine veine, parce que finalement, je suis passé à travers. Eh bien, pour les écrits poétiques, c'est la même chose. Car, je résume, effectivement, je faisais partie du comité directeur de Fontaine, qui paraissait à Alger, par correspondance donc, bien sûr, comment faire autrement. On avait d'ailleurs des facilités grâce à quelqu'un qui s'appelait Gabriel Audisio, qui est mort maintenant il y a un certain nombre d'années, qui a eu des fonctions assez importantes en Algérie et qui avait gardé encore des possibilités de circuler d'une zone à l'autre, donc de faire passer des textes. Enfin, il faisait la boîte à lettres si vous voulez. J'ai fait en 1943 un très long poème, éloquent un peu, parce qu'il y avait une nécessité d'éloquence que je n'accepterai plus maintenant, parce que c'est plus mon genre, c'est plus mon âge. Mais j'avais l'impression que si je reprenais l'alexandrin, c'était un peu l'esprit d'Emmanuel, d'ailleurs, de Pierre-Emmanuel, c'était l'esprit de Louis Aragon, qui a fait d'admirables poèmes en alexandrin à l'époque. Éluard, ça a été beaucoup plus laborieux. Les poèmes politiques d'Éluard, moi j'ai toujours trouvé ça très mauvais. Enfin bon. Mais un long poème qui s'appelle Juin, et juin, entre parenthèses, juin 40. Et c'est un long poème où, peut-être pour la première fois de ma vie, j'ai su ce que c'était que l'inspiration. Car j'ai écrit ce poème, qui doit faire quand même 150 ou 200 vers, d'une coulée, en quelques jours, comme ça, et en y allant carrément, parce que je ne dis pas c'est l'allemand que je désigne, mais il est facilement identifiable. Ce poème Juin, ce poème éloquent, apparu non pas du tout à Rochefort, à vos amis de Rochefort, mais en zone sud, car il y avait encore, la ligne n'était pas encore franchie, dans une revue qui s'appelait Les Cahiers du Sud. Après la guerre, vous avez été membre du Comité national des écrivains quand Jean Cassou en était président. Voilà. Mais je crois que vous avez eu des démêlés avec Aragon en 1956. Ah, on a eu des démêlés. Mais oui, on a eu des démêlés. Alors, vous allez voir pourquoi. C'est que je voyageais beaucoup tout le temps. Bon. Il se trouve que je me suis beaucoup occupé de la Hongrie. Je me suis beaucoup occupé de la poésie, surtout, et de la littérature en général de Hongrie. De la littérature en général, parce que j'ai tout de même co-traduit des romans de Tibor Déry et d'autres romanciers, mais j'ai beaucoup fréquenté la poésie hongroise. J'ai traduit beaucoup de choses de poésie hongroise, et j'ai été invité un jour à venir en Hongrie. Eh bien, ça tombait mal, car c'était en octobre 1956. Alors je me suis rencontré d'ailleurs là-bas, à Budapest, où je n'avais le droit de rien voir du tout d'ailleurs. C'était le camouflage. C'était effrayant, à ne pas comprendre pourquoi d'ailleurs. J'ai rencontré là-bas Tristan Tzara, qui achevait, lui, de faire un séjour, qui avait été invité comme moi, mais avant moi.
Et on a échangé nos impressions. J'étais effaré de l'entendre. D'ailleurs, dès qu'il est rentré à Paris, il a pris les mêmes postures que celles que j'allais prendre moi-même. Alors j'ai fréquenté là-bas les types du cercle Pétofi. J'ai assisté à tout ce remuement qui a précédé finalement ce qu'ils ont appelé après les grandes illuminations, c'est-à-dire quand l'Union soviétique a osé envahir le peuple frère, la nation sœur, comme on voudra. Et je suis rentré, pourquoi? C'est parce que je devais marier ma fille aînée, et les dates étaient fixées, et j'ai donc quitté Budapest, mais vraiment à quelques jours près de l'explosion, car j'y étais encore quand le Parti communiste et le gouvernement communiste ont voulu réhabiliter Reich, qui avait été exécuté comme traître, ou je ne sais trop quoi, trotskiste ou autre, peu importe, quelques années avant, et j'ai assisté à ça. Vous voyez, donc c'était à quelques jours. Alors, quand je suis revenu, moi j'ai dit ce que je savais, et j'ai fait un article d'ailleurs, qui est apparu non pas dans le Nouvel Observateur, parce que ça ne s'appelait pas comme ça à ce moment-là, ça s'appelait France Observateur, je crois. Hein, c'était Bourdet qui faisait ça. Et moi, j'ai fait un article là en disant, mais on raconte des histoires, on raconte que les Hongrois sont devenus les suppôts de l'Amérique ou du capitalisme, mais c'est pas vrai. Les gens que j'ai vus là-bas étaient des gens d'extrême gauche, mais ils ne toléraient absolument pas que les tanks d'un pays ami et un pays patron, si j'ose dire, viennent écraser le peuple hongrois. J'étais de ceux qui ont pris cette attitude-là. Et alors, naturellement, ça a dégénéré au sein du Comité national des écrivains. Ça a dégénéré car Tibor Déry avait donc été arrêté. Et on a dit, mais enfin c'est scandaleux, il faut protester. Alors Aragon, mais oui, mais laissez-moi faire, j'ai des relations, je vais m'en occuper. Et il y avait justement Cassou, Vercors, Herbert Leporrier, qui est mort maintenant, qui était médecin d'ailleurs en même temps, André Spire, Hélène Parmelin aussi. Hélène Parmelin, alors là c'était le scandale parce qu'elle était membre du PC. Moi je n'étais pas membre du PC, mais elle était membre du PC. Et elle a osé, avec 11 autres écrivains membres en même temps du Parti communiste, dire à Aragon, tu es bien gentil, mais nous, on exige qu'un télégramme soit envoyé à Moscou. Il y a eu, à ce moment-là, juste après, à quelques jours près, l'expédition anglo-française contre l'Égypte, où les soldats égyptiens se barraient pieds nus, puis on trouvait des godasses partout. Alors, on avait une réunion dans un bistrot, je me souviens. Ah, il y avait Claude Morgan, oh bon Dieu, j'allais oublier Claude Morgan. Oh, le malheureux Claude Morgan, qui était avec nous. Et on était vraiment considérés comme des vilains, alors on ne se réunissait plus, on avait été foutus à la porte, on se réunissait dans un bistrot, place de la Bourse. Et alors moi je dis, mais alors avec la naïveté qui me caractérise, je dis, mais il faut aussi protester contre cette expédition, enfin qu'est-ce que ça veut dire? Ces bagarres, la guerre là-bas, c'est aussi dégueulasse. Alors le père André Spire, et qui se lève, la barbiche frémissante, disant « Ah non, parce que là, moi, je suis tout à fait d'accord, étant juif, je trouve ça très bien. » Bon, alors, bon. Voilà, c'est ça, il y a l'humour qui arrive toujours à se fourrer partout. Alors, si on résumait un peu, vous avez publié plus de 30 recueils de poèmes, des romans, des dizaines de monographies, Miloche, Corbière, Pau, Reverdy, des essais, des contes, et vous avez fait de multiples traductions, Shakespeare, Blake... puis beaucoup de radio. Et du théâtre radiophonique aussi. Beaucoup. Et des conférences, beaucoup de voyages d'études. Oui, beaucoup, oui. Et vous avez encore réussi quand même à vous les élever contre la poursuite de la guerre en Algérie. Ah bah oui, ça... et maintenir une expression politique longtemps proche du PSU, on pourrait dire. Oui, j'ai même adhéré un jour au PSU, oui. Bon, c'est très curieux d'ailleurs. Bon, je vais vous dire pourquoi c'est curieux. C'est qu'on avait dans le coin Rocard. Et Rocard est un type que j'admirais à ce moment-là beaucoup. Et le PSU s'implantait quand même pas mal dans le circuit. Et j'ai été de ceux qui ont aidé, par leur présence, etc., Rocard. Et c'est grâce à nous tout de même si Rocard a déboulonné quelqu'un qu'on croyait absolument indéboulonnable, qui était M. Couve de Murville. Bon, là-dessus, moi je trouvais qu'ils étaient très ennuyeux, les gens du PSU. J'assistais aux réunions, mais je m'y embêtais à mourir. Mais je n'avais pas adhéré quand même, tout est en y adhérant. J'ai fini par y adhérer
le jour où Rocard l'a quitté, ça s'est sauvé comme ça, mais c'est ainsi, pour rejoindre le Parti socialiste, et Rocard a lâché le PSU, alors que moi j'y adhérais, ce qui fait partie encore des choses drôlatiques. Et puis moi j'y suis pas resté longtemps, parce que je l'ai trouvé vraiment très ennuyeux dans les réunions qu'on avait. J'avais l'impression d'avoir affaire uniquement à des professeurs, à des intellectuels de haut lignage, mais qui n'avaient pas le sens du tout des masses, des gens, des problèmes de tous les jours. Je m'y embêtais finalement. Je n'ai pas honte du tout d'avoir prostitué, si j'ose dire, ma plume à écrire autre chose que de la poésie. Alors, il faut quand même distinguer. Je considère que le glissement est tout de même assez facile quand il s'agit d'écrire des romans ou d'écrire sur les poètes, et j'ai écrit beaucoup de livres sur les poètes, où on pourrait peut-être me tirer un peu plus l'oreille, c'est quand j'ai fait quoi? Ce qui m'a permis de vivre, finalement. Des livres de gros tirage, des livres qui se vendent, des livres qui se traduisent, on traduit encore ces genres de livres, vous comprenez. J'ai pas honte de l'avoir fait, mais pas du tout. Je sais pas faire autre chose, tout simplement. J'ai fait par exemple des livres sur les musiciens, mais pas sur tous. J'ai écrit des livres sur les musiciens que j'aime, c'est-à-dire les musiciens romantiques. Homme de toutes les races. Homme de toutes les races, le malheur n'est pas fatal. Il vous appartient de vivre comme on assemble des roses. Mais respirer est un vol tant que l'on enchaîne et tue. Mais manger est criminel tant qu'un homme a faim sur terre. Mais il n'y a pas de roses dans un jardin sans amour. Je pense que peut-être c'est un poème de fraternité et qui résumerait, à mon avis, le combat de notre vie. Il a d'abord paru à part, d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, dans une chose qui avait été faite contre la guerre d'Algérie. C'est un côté de proclamation, oui. Ça résume assez bien, en tout cas, oui, finalement, ce côté du personnage Rousselot, qui par ailleurs, je parle de moi à la troisième personne, c'est pas très modeste, tend plutôt actuellement à écrire des choses extrêmement intimes, internes, avec un côté, je l'avoue, philosophique aussi. Hein. Voilà. Bon, mais il y a des moments où il faut faire comme ça. Moi, je ne regrette pas de l'avoir fait. Je sais qu'au moment de l'affaire hongroise, j'avais fait un poème très très long, en alexandrin, peut-être un peu clinquant, etc. Mais enfin, je le ressentais comme ça, un besoin de crier. J'ai un autre de mes poèmes qui s'appelle « Si le pain se fait la nuit ». Eh bien, c'est un peu ma tarte à la crème parce qu'on le récite un peu en toutes les circonstances, mais surtout dans les milieux ouvriers, dans les comités d'entreprise, les choses comme ça, vous voyez. Et je ne le regrette pas du tout, car c'est un poème que j'avais profondément vécu. Le pain se fait la nuit, parce que j'avais écrit en revenant d'une réunion publique de la gauche, de toute la gauche, et vraiment marcher dans la nuit pour revenir chez moi parmi des gens, des ouvriers, des employés et autres, qui, comme moi, regagnaient leur domicile en pleine nuit. J'avais senti soudain, parfois ça arrive comme ça, mais je me sens solidaire des gens qui sont autour de moi. Je ne les connais pas, je ne les vois pas, ils sont dans la nuit. Hein. Mais ils sont un peu comme le boulanger qui fait son pain la nuit. Hein. C'est la nuit qu'on fait le pain. Et l'amour aussi, en principe. Et alors, la poésie, souvent. Et je sais pas, ce poème est né comme ça. Bon, alors on me dit, oh, quand même, t'es un peu pompeux, un peu pompier, mon vieux. Hein. Mais j'ai mon vieux, écoute, alors j'ai pompeux, pompier, ben tant pis, j'étais comme ça, j'étais sincère, et puis c'est fini, quoi. Bon, on sera jugé, vous savez, si on doit l'être. Hein.